Bonjour l'élite, je vous retrouve pour l'épisode 7 des excellentes aventures de notre ami Œuf Brouille. Avant de vous récapituler où on en était au dernier épisode, je vous annonce une bien heureuse nouvelle, mes amis, mes frères, mes sœurs. Vous êtes très nombreux à me demander des nouvelles du Rizitas de Tobias. Et à chaque fois, moi, ça m'étonne. Je me dis, mais ce truc, ça fait 6 mois que c'est terminé. Et pourtant, à chaque épisode qui sort, vous me demandez, et c'est des personnes différentes. Donc je me dis, mais c'est incroyable vraiment que ça vous ait autant marqué. Enfin bref. Ça fait effectivement plusieurs mois que l'auteur n'a pas posté de nouveaux chapitres. Et là, je discute un peu avec lui en message privé. Voilà, il m'a dit qu'il en avait déjà rédigé 3, qu'il avait presque fini la stickerisation, et donc qu'il allait les poster bientôt sur son topic. Et donc bien sûr, s'il les poste sur son topic, avec toute la demande qu'il y a de votre côté, bien sûr que j'en ferai un épisode avec grand plaisir, normalement cette semaine. Donc voilà, le retour du Rizitas de Tobias. Et je vous préviens, il y aura une recontextualisation qui durera au moins 5 minutes, vu que ça fait quelques mois, mais bon, le retour de ce Rizitas arrive très bientôt, donc voilà, ça va être super. Merci aussi beaucoup à tous. Au dernier épisode, je vous ai dit, voilà, un petit commentaire pour m'encourager ou autre, et vous avez été nombreux à le faire, vous êtes au top, merci, c'est vraiment un plaisir de vous donner ces vidéos. Donc maintenant, pour recontextualiser cet épisode, la dernière partie, il y avait 2 chapitres un peu, pas forcément liés les uns aux autres. Dans le premier, il intégrait le groupe des Yes Life, grâce à la fameuse table en cours de technologie. On avait déjà une petite fenêtre sur ce monde, avec des discussions un peu plus matures, on va dire, que celles qu'il avait habituellement, vu que voilà, les Yes Life, c'est déjà des personnes qui ont des relations garçon-fille à l'adolescence, et donc voilà, on va être un peu plus porté sur la chose que le petit Célestin, voilà, que la majorité des gens qui regardent ces vidéos, je pense, étaient, dont moi. D'ailleurs, j'ai réagi par rapport à ça hier sur Twitter, et il y avait une fille je pense que c'était une fille, qui disait, oui, pour rappel, à 12 ans, vous aviez tous déjà vu du P, et vous disiez que les meufs avaient des bouches de succion, voilà, des trucs comme ça, et moi, j'étais halluciné, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et tu sais, elle était hyper catégorique et tout, je dis, à 13 ans, pour moi, le terme bonne, c'était une insulte, comme le mec du Résitas, là, et j'avais pas vu de paix, et je savais même pas que le concept d'onanisme existait, tu vois, je dis, mais arrête d'être catégorique comme ça et tout, c'était hallucinant, donc bref. Voilà, petite fenêtre qui s'ouvre sur le monde des Yes Life. Et après, on avait eu le secret de C, qui, comment est-ce qu'il arrivait à monter sur la fenêtre en sautant, en se balançant grâce à des compétences particulières, vu qu'il a fait du parcours. Et puis, on apprenait aussi qu'il avait, alors c'était pas vraiment du diabétisme, du diabète, tout simplement. C'était pas vraiment du diabète, c'était de l'hypoglycémie, mais je crois que c'est un peu lié. Donc voilà. On en était là. Maintenant, on attaque un nouveau chapitre. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Je l'ai pas lu avant de le découvrir avec vous. Et ce chapitre s'appelle « Quand le bonheur règne, le malheur guette ». Bien sûr, il n'y aura pas qu'un seul chapitre dans cette vidéo. Il y en aura 2. Parce que vous êtes tout à fait sympathiques. Allez, on se retrouve, mes bons amis, dans 6 secondes pour la suite de Srizitas. À tout de suite. Hop là. Alors oui, le C était parvenu jusqu'à la maison de Œuf Brouille. Pourquoi est-ce qu'il était venu tout suant, enfin tout rouge, parce qu'il courait, parce qu'il était coursé par des adultes qui étaient dans un PMU, et C s'amusait à toujours les faire chier en leur envoyant des trucs, en mettant des trucs divers, de la colle ou je sais pas quoi. Donc ça les rendait fous, et à la fin ils avaient compris que c'était lui, et donc ils l'avaient suivi chez lui. Ils avaient discuté avec son père pour dire, ouais, votre petit merdeux, il nous embête, etc. Et donc le père savait que C était chez son pote Œuf Brouille, et donc pam pam pam, il était arrivé, il avait toqué à la porte, et le temps que Œuf Brouille se retourne vers C, apparemment celui-là était déjà en train de s'échapper par le balcon. Voilà où on en était. Une recontextualisation plus précise. Donc, j'ouvre la porte au père de C, pantelant. Bonjour monsieur, vous allez bien? Œuf Brouille, ne joue pas à ça avec moi. Je vous ai entendu parler. Où est C? Œuf Brouille. Très bien, je comprends. J'aurais fait pareil si c'était mon ami. Mais sache que je le retrouverai de toute façon. Il est allé trop loin là. Fracasser la vitre d'un bar, faut pas déconner. D'accord monsieur, au revoir. Je m'apprête à fermer la porte, mais son pied vient se glisser dans l'interstice. Dis-moi, avec les problèmes dont tu me parlais au cinéma la dernière fois, ça s'est amélioré depuis?
Pas vraiment, je dois avouer. 4 ans environ, je dirais. Quoi? Salut, Bruy. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'en est allé comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais sans le savoir, c'était la dernière fois que je le voyais. Et ces dernières paroles résonnent encore à mes oreilles comme un message criant de vérité. 4 ans environ. Bon là, je veux dire, ça a l'air... littéralement, le mec lui dit tu vas devoir attendre 4 ans avant de pouvoir forniquer. Ça me bute qu'un adulte dise comme ça. On croirait, tu sais, voir Gandalf ou autre. Enfin, c'est rigolo. Allez. Donc, ces paroles sonnent encore à mes oreilles comme un message criant de vérité. Hyper lucide ou devin, le père de C avait le don de voir au travers des personnes, donc qui pouvait donner lieu à des choses très difficiles à entendre parfois. Mais bon, voilà comment l'histoire s'est conclue. C s'est encore fait courser un peu par les types du bar complètement ivres. Son père l'a finalement rattrapé, et de ce que j'ai compris, il a pris tarif. Puis s'est fait retirer son ordinateur et a été obligé de rester enfermé chez lui le week-end. Bon, en soi, c'est moins ce à quoi il s'attendait. C'est plutôt la perte de son ordinateur pour un temps indéterminé qui l'embêtait. J'imagine qu'il devait faire des trucs pas très safe dessus. Néanmoins, C a tenu sa promesse et n'est plus rentré chez moi par effraction via l'appartement des voisins. Enfin, c'est pas comme s'il avait eu beaucoup d'autres occasions. Les jours défilèrent ainsi. En techno, j'en apprenais un peu plus chaque jour sur les mystères du S et surtout, je me débridais vis-à-vis de ma gêne à en parler. Cela fait désormais 2 ou 3 mois que je suis en 4e et que je fréquente le groupe de Tom. Je suis toujours bien complexé par mes dents et ma taille. Et oui, il fait 1m49 je crois, toujours, s'il n'a pas grandi. Mais un troisième truc, jamais 203 pas vrai, commence à m'inquiéter. Je le remarque d'abord parce que je passe mon temps, même en hiver à ce moment du coup, à m'essuyer les mains sur mon jean parce qu'elles sont trop moites. Je veux dire, j'ai toujours eu les mains très légèrement plus moites que la moyenne des gens, mais jusque-là ça allait, rien de grave. Seulement là, ça devenait vraiment handicapant, vu que même par un froid polaire, la sueur en venait à perler jusqu'au bout de mes doigts. Alors c'est pas non plus le mec qui est sous dialyse, handicapé moteur, etc. Bon voilà, il y a toujours pire. Mais là quand même, le fait de cumuler petite taille, les dents et les mains moites, je veux dire, les mains moites, je commence à serrer la main et tout, direct, tu te dis, putain, c'est pas agréable comme sensation, tu sais. Voilà, il part de loin, le petit. Effectivement, on compatit un peu. Mais tout a dégénéré un jour où on était en cours de techno, et où le groupe et moi nous nous adonnions à un jeu qui avait pourtant bien plu au début. Ne me demandez pas comment on était arrivé à ce jeu, mais le but c'était de s'asseoir en face de Héloïse ou de Nad, qui avaient chacun un grand décolleté, et de durer le plus longtemps possible sans bouger les yeux vers le bas, et donc vers leur poitrine. Je sais que j'ai beau le répéter, on va toujours me crier dessus, alors je le redis. C'est no fake. Et tous les autres trucs qui suivront du même style seront aussi no fake. Et oui, on le faisait dans un cours de techno. C'était un vrai parc d'attractions, cette classe, et le prof était complètement à l'ouest et se foutait de nous la plupart du temps. Alors ça, en tout cas, tout à fait, les cours de techno, c'était un monde à part, c'était le multiverse des cours. T'étais dans des îlots complètement... Nous, on allait moi, j'étais dans un collège-lycée privé, et on allait pour les cours de techno dans un truc... comment ça s'appelle BTC, non, je sais plus, les bacs pro, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Donc du coup c'était une sociologie différente, et puis même les salles étaient plus grandes, tout ça, enfin et c'était n'importe quoi, comment, enfin bref, on en a déjà parlé dans les dernières parties. Donc je suis tombé sur Héloïse. Héloïse, c'est sa préférée. Hein. Le problème avec Héloïse, c'est qu'elle n'avait pas seulement une poitrine digne des déesses olympiennes. Son visage aussi semblait avoir été peint par un maître italien touché par la grâce céleste qui imprègne les plus grands de ce monde. Petite pause, hein. La photo FDP, la photo Pour vous le dire simplement, elle était tout simplement furieusement belle, et soutenir son regard d'un bleu céruléen, plus de 30 secondes, était tout bonnement impossible. Au moment de commencer, j'étais donc dans un état de stress intense. « Go !» s'exclame Tom en se fendant d'un large courir alors qu'il lance le chrono de son téléphone. Elle plonge alors son regard dans le mien, et ses yeux semblent me traverser, m'observer, me vider de mon âme comme si j'étais une vulgaire éponge. Elle arbore un air enjoué et ses dents éclatantes, contrastant beaucoup trop par rapport aux miennes, illuminent son visage qui semble alors fait de porcelaine. « Bon alors, œuf brouille, qu'est-ce que tu regardes ?» susurre-t-elle à demi-mot sur les rires de Nad et des autres gars, tout en se penchant volontairement de manière exagérée, découvrant ainsi ses attributs machiavéliques.
Je me force intensément à maintenir son regard et mes mains, d'ailleurs tout le reste de mon corps aussi, commencent à dégouliner abondamment. En vision périphérique, je vois l'objet de mes convoitises depuis tant d'années et je sens que je vais craquer, pardon, alors que ça n'est fait que 10 secondes. La tentation est tellement forte. Il suffit juste de baisser les yeux de 20 centimètres et tout deviendra net et s'imprimera dans mon esprit jusqu'à la mort. Les rires des autres deviennent lointains, mon regard devient vague, je ne me perdrai pas. Je fixe toujours Héloïse mais d'un air patibulaire. Ma conscience s'est échappée ailleurs. Je ne perdrai pas. Je lui montrerai que je ne m'abaisse pas à ça et que je ne suis pas soumis à ces deux magnifiques. Je sens un pied se frotter contre le mien et je reviens brutalement à la réalité comme sous l'effet d'une gifle. Toujours avec un sourire enjôleur, Héloïse me fait du pied sous la table et je perds tout contrôle. Je baisse les yeux et l'espace d'un instant je comprends la vie avant qu'elle ne se redresse. Perdu, haha, rit Victor. Et 32 secondes, pas mal pour la première fois, déclare Tom d'un air satisfait. Bof, mon record c'est 8 minutes, réplique Ludo. Mais vous faites ça depuis longtemps? On y joue un peu depuis l'année dernière, ouais, mais on a plein d'autres jeux, tu verras mon pote, me dit Victor en me prenant sous son bras de manière affectueuse. On croirait un épisode de Malcolm ou de South Park tellement c'est caricatural. C'est d'un côté les mecs, la classe sociale des gars qui ont pas trop de potes ou qui sont pas populaires, et puis après quand t'accèdes à la nouvelle classe sociale, tu sais, mais c'est genre exagérément, je sais pas comme on se l'imagine, tu sais, t'as des lustres en or, t'as des trucs, puis t'as des meufs qui montent leur sang, mais tu sais, mais t'es vraiment en mode, tu te croirais dans un épisode de Malcolm là, c'est fou quoi. Oh là là, je suis en train de les re-regarder en ce moment. Et je me dis, mais c'est incroyable. Chaque épisode est une perle. Chaque épisode, il y a 2 ou 3 histoires. Les 2 ou 3 histoires sont pertinentes et drôles. L'introduction, et ce qui dure entre 30 secondes et 2 minutes, est systématiquement génial. Mais je me dis, mais c'est fou. Oh là là, franchement, Malcolm, c'est vraiment bien. Et là, je suis en train de voir ce truc, j'ai l'impression d'y être, quoi. Nad me regarde en rigolant. Je reporte mon regard sur Héloïse. Elle hausse les sourcils en souriant, visiblement satisfaite. Je pourrais faire une analyse de toute cette situation, mais je suis ailleurs. Une seule chose me préoccupe. Mes mains suent abondamment. Par abondamment, je veux dire nettement plus que d'habitude. C'est presque des torrents qui s'en échappent. J'exagère à peine. Ça m'est arrivé aussi. À une époque au lycée, parfois, tu sais, je parlais sur Facebook ou autre. Alors, les jeunes qui me regardent vont se marrer quand ils entendent Facebook, mais bon, à une époque, c'était comme ça. Parfois, je parlais avec des meufs. Alors, c'était un peu des conversations normales, mais pour moi, j'étais en train de draguer. Bon, bien sûr, à chaque fois, il y a eu zéro résultat probant, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je me souviens, j'étais dans un état de stress et ma sueur apparaissait sous mes aisselles à une vitesse mais de ouf, donc je vois très bien, c'est un truc qu'on a, je pense, pas mal de monde ont expérimenté, hein, le fait d'être en sueur quand on discute avec des meufs. Bref, je venais de contracter définitivement et de manière irréversible ce qui allait causer mon 3e et dernier complexe, l'hyperhidrose. Ah ouais, genre le truc, ça s'est déclenché avec ce contact où il a tellement été en stress que ça lui a déclenché un facteur. Comme je crois qu'au dernier épisode on discutait, certaines personnes sous un stress intense peuvent développer du diabète ou autre, ou de la schizophrénie aussi, ça peut arriver. Mais là c'est pareil, le mec a tellement stressé de pas regarder ses 1 à la fin quand il y a été que ça a fait péter un câble à un cerveau et son cerveau lui a dit ok, maintenant on va plus contrôler la sueur, tu vas devenir hyper hydreux, si ça se dit, donc le pauvre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie qui touche environ 1% de la population en France et transmise partiellement génétiquement. Elle peut être localisée au niveau des mains, pieds ou les aisselles les plus généralement, ou généralisée sur tout le corps. Les premières crises peuvent être déclenchées par un stress intense ou un trouble panique. Et ben voilà, je ne le savais pas à l'époque, mais il me faudra 5 ans pour découvrir l'origine de mon malheur. Ah ouais, pendant ces années, je développerai des techniques de ninja pour ne pas serrer la main des gens le matin ou lors d'entretiens. Par exemple, avant mon rapport de stage en 3e, je me rappelle avoir badigeonné mes mains de talc pour pouvoir serrer la main des examinateurs sans les tremper. Bref, tout ça pour vous dire que c'était une grosse galère qui psychologiquement m'a énormément impacté et fait perdre confiance en moi. Encore. Je ne compte plus le nombre de remarques que j'ai eues sur le fait que j'avais les mains très moites. Merci Dame Nature de la génétique. Et ouais, le genre de choses pour laquelle t'as vraiment aucun levier. Hein. Même quand bien même tu peux faire tout ce que tu veux. Il doit y avoir des trucs médicamenteux qui existent aussi, mais bon, c'est jamais trop sans effets secondaires ces choses-là.
Ah, et accessoirement, je vous fais connaître cette maladie car 1% de la population, c'est pas mal quand même, et je suis sûr et certain que vous connaissez au moins quelqu'un qui a toujours les mains très moites. Alors aidez cette personne à connaître leur maladie. Avec tact, ça la sauvera peut-être. Il existe des traitements laborieux certes, mais plus ou moins efficaces. Mais bon, ça, je ne le savais pas encore. Voilà, ça c'était la première partie du chapitre. Concentré sur la vie des Yes Live qu'on découvre, qu'on a vu. Au départ, l'intervention avec le père, un peu en mode Gandalf, on en a parlé aussi. Et puis à la fin, l'hyperhydrose, bon, ah, c'est comme ça. C'est pas, comme on a dit, l'handicap du siècle, mais c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant si tu développes des petites techniques pour t'en protéger, mais sur le fait, des moments, tu vas pas pouvoir trop gérer. Hein, si t'es avec une fille, que t'as pas ton mouchoir, ton talc ou je sais pas, puis qu'à un moment, tu commences à la toucher, tu sais, ça peut être un drapeau rouge ou je sais pas, un tue l'amour, tu vois, ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est pas fou. Et puis, dans la vie professionnelle, les gens jugent très rapidement avec les poignées de main autres. Les RH, hein, on se moque toujours des RH, notamment le malaisologue ou d'autres vidéastes. Hein, Consulte Patton, même moi j'ai dû faire des trucs dessus. Mais bon, il y a quelque chose de vrai. Hein, quand tu serres la main d'un mec et que vraiment il a une main mollassonne, c'est inscrit dans nos gènes, je pense, déjà, que directement tu jauges l'énergie, la force vitale, enfin la pugnacité, tout ça, et en général ça concorde plutôt. Les mecs qui ont une main, tu sais, ils te donnent ta main, tu la serres, ça fait comme ça. Ah, on en rigole avec mon père parfois, tu sais. Parfois on me serrer la main avec mon père et je fais semblant de lui donner, tu sais, on se marre comme ça, voilà. Et donc il y a ce truc-là, et je pense qu'on va faire un parallèle entre la main moite et la main mollassonne, tu vois, même si tu serres fort, si tu sens que c'est moite, tu fais un truc, donc ouais, c'est un peu préjudiciable. Mais bon, il en a que 3. Mais les 3, c'est quand même sur la taille, hein. Tu vois, après, tu vois des gourdasses ou sur Tinder ou sur YouTube dire ah ouais, moi, moins d'1m80, ça va pas le faire et tout. Bon, en général, c'est pas des profils qui sont très intéressants, on va dire sur le long terme, qui te disent ça, mais bon, quand même, c'est un peu embêtant. Et les dents, bon, les dents, après, alors, faut avoir la thune, hein, mais il y a toujours moyen. Moi, j'ai des oncles paysans ou autres, ils avaient des dents, ou même Mélenchon. Bon, là, c'est un autre budget. Hein. Ils avaient des dents complètement à la ramasse. Enfin, tu sais, l'implantation était pas folle. Déjà, la direction au niveau orthodontie, puis après, au niveau couleur, même, que ce soit jaune ou gris, c'était pas fou. Et ben après, tu payes 15 000 balles, peut-être que maintenant ça coûte plus cher, et puis tu peux te refaire tous tes chicots de manière très sympathique, avec une bonne implantation. Bon, voilà. Il y a des solutions à l'âge adulte, hein, mais bon, c'est vrai que quand t'es à l'adolescence, c'est un peu compliqué. Bref. Bon voilà, nous étions finalement en décembre. Quelque chose allait arriver. Je vous récapitule mon parcours récent. J'avais réussi à intégrer le groupe de Tom, compris comment c'est rentrer chez moi. J'avais une chaîne YouTube à mon actif qui approchait des 3000 abonnés. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander, ouais, donne la chaîne s'il te plaît de Quentin. Donc Quentin, le petit gros qui était énervant, qui a une toilette. Alors, j'ai essayé de la chercher parce que je me souviens que quelqu'un a mis et je l'ai pas retrouvée. Donc désolé, voilà, je sais que vous posez la question, je like vos commentaires sans répondre, mais c'est parce que j'ai cherché derrière et que je l'ai pas trouvé, donc désolé mes bons clés. Voilà, je devenais très bon en magie et j'avais 2 groupes de potes, celui de Tom et celui des magiciens, sans contester. Toujours pas de meuf, mais j'avais une sorte de bon pressentiment, et sans que je sache pourquoi, Héloïse semblait bien m'apprécier, malgré le fait que je n'avais rien pour moi, à part mon intelligence. Mais bon, être le premier de la classe au collège, on sait ce que ça rapporte. Hein. Bref, depuis la primaire, Louise, Juliette putain, c'est difficile ce mot, désocialisation, j'avais quand même fait du chemin. J'étais bien complexé. Je vivais dans un appart pas très grand avec mes 2 sœurs dans la même chambre que moi. Ah oui, c'est quand même un élément non négligeable ça. Plus une nounou qui venait pour mes sœurs et 2 autres petits qui étaient les enfants des voisins, le tout en garde partagée parce que la nounou coûtait moins cher à mes parents. Ça c'est pas bête. Au Cambodge, ma belle famille, oui la famille de ma femme fait ça aussi. Ils mettent leurs enfants en commun avec d'autres personnes et du coup il y a une babysitter qui au lieu de s'occuper que de ton enfant, elle s'en occupe de plusieurs. Bon ça se fait ça en France aussi, j'ai aussi des cousins en France qui font ça. Bref, on se retrouvait parfois à 7-8 dans cet appartement, donc j'invitais jamais personne à part C qui me connaissait bien. Voilà, vous savez à peu près tout. Si j'ai insisté sur l'appart, c'est pour une raison. Mes parents cherchaient une maison depuis presque 6 ans. J'avais fait plein de visites avec eux, et puis j'avais toujours voulu me barrer ailleurs. Mais pour la première fois de ma vie, je commençais à être bien intégré et à avoir une certaine position sociale au collège. Puis, malgré les quelques problèmes, bordel, je pouvais enfin dire « j'aimais ma vie ». Bon voilà, on y arrive. Un soir proche du nouvel an.
On rappelle que le titre du chapitre c'était Quand le bonheur se pointe, le malheur guette. C'était quelque chose comme ça. Mon père, ma mère. Les enfants, on a quelque chose à vous annoncer. Oui? On va enfin déménager. C'est super, non? Mes sœurs sont super contentes. La plus âgée est encore en primaire, en CM2. Elle n'a pas investi autant que moi ici. Œuf brouille, ça va? Oui, 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 super. Mon chéri, tu es tout pâle, tu es sûr que ça va? Oui, oui, je suis juste un peu fatigué. Mais attends, déménager, tu peux très bien déménager en étant dans la même zone, mais juste aller d'un appartement à une maison. La plupart des gens font ça. Fiston, pourquoi tu trembles? Tu veux pas aller chez le médecin? Non, non, dites, on déménage quand? À la fin de l'année? Oh non, mon chéri, les propriétaires voulaient vendre avant l'été. On part dans un peu plus d'un mois, au début de février. Trop bien, pas vrai? Toi qui voulais déménager depuis si longtemps. Oui, on commence les cartons dès ce soir ailleurs. Oh non, pas encore. D'accord. Bah écoutez, c'est la fin de ce chapitre, mais en fait on comprend pas trop si il va déménager plutôt dans la même zone ou s'il va déménager loin. J'ai l'impression que vu sa réaction et vu le fait qu'il allait dire que c'était la dernière fois qu'il voyait le père de C, il va déménager dans une autre zone, mais c'est pas super clair. Voilà. Petite critique du Risitas qui est génial pour tout le reste. On en a parlé là. La mise en scène du Risitas est incroyable. Les histoires racontées, le vocabulaire, tout ça. Les situations sont géniales. Mais là, par contre, ça manque un peu d'éléments de contexte. Je me demande si les autres personnes ont tiqué aussi. Enfin bref. On a déjà bien déblatéré de ce premier chapitre. Je vous propose de passer au second de cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Ce second chapitre s'appelle La maison de Tom, le mystère de C et le stress de ma vie. Ah, je m'en souviens ça de ce passage, la maison de Tom. Même ça fait des années que j'ai lu ce résultat, je m'en souviens. Ouais, c'est un truc où ses parents ils sont un peu libertins et du coup il a un peu honte quand il visite. C'est fou, hein, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans et le simple fait de... 5 ans je pense que j'ai lu ce truc. Le simple fait de lire le titre du chapitre me le rappelle. Allez. Nous y voilà. Après 14 ans de bons et loyaux services, j'allais quitter ma ville définitivement. Non mais d'accord, mais ça veut dire qu'en plus du déménagement, les parents vont changer de travail, tout ça. Enfin, je veux dire, parce que là, quitter la ville, c'est quand même quelque chose de conséquent, quoi. Il s'est passé quelques petites anecdotes avec C, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec le groupe de Ton aussi, mais je ne les détaillerai pas. Ça fait plusieurs chapitres que je vous raconte tout ça, et il est temps d'avancer. Si je racontais toutes les anecdotes avec C, on aurait bien 100 chapitres. Même si la partie lycée, je vous l'annonce, sera plus rapide, il faudra bien y arriver de toute façon. Ne vous y inquiétez pas, il reste une dernière sacrée anecdote avec C que je compte intégrer à ce Risitas. Ah oui, je m'en rappelle. Mais bon, je vais vous raconter les derniers événements avec le groupe de Tom qui se sont passés après l'annonce de mon déménagement. Même si là aussi, il y en a des dizaines que je vous ai évitées. Un jour, alors que nous jouions au fameux jeu de la bouteille revisitée façon Tom, la bouteille tombe sur moi, puis nade. Le gage est plus avancé que le simple bisou. Je dois mettre mon doigt entre ses seins. Je vous la fais courte. Mes mains deviennent très moites, mais je me plie aux règles. Je m'exécute. Gros moment de gêne au moment où je le fais, mais elle ne semble pas remarquer que je transpire abondamment. Je suis sauvé. En fait, ma vie se résumait souvent à ce moment de stress lié à l'hyperhidrose des mains que j'avais à l'approche de n'importe quel contact physique. Ça me gâchait littéralement la vie. Avec le temps, dès que j'arrivais au collège le matin et que je savais que j'allais devoir serrer des mains, je stressais. Donc je suais encore plus. Donc je stressais de suer plus. Donc je suais encore plus. Un cercle vicieux des enfers. Je touche donc pour la première fois ces deux masses laiteuses, mes rayes, et la sensation restera gravée de longues années dans ma mémoire. J'étais considéré comme le gentil du groupe. Alors quand les autres me voyaient faire un truc du style, ils rigolaient un peu du style. Bah alors, brouille, c'est la première fois qu'on touche des seins? Enfin, vous voyez le genre. J'ai eu le droit à quelques autres anecdotes comme celle-là, avant mon départ. Qu'est-ce qu'il est agréable, ce Risitas. Pour ceux qui ont connu des moments comme ça, c'est vraiment une Madeleine de Proust. On est replongé dans ces moments très forts de découverte de la S, hein, de moments adolescents, enfin, qui sont très marquants. Enfin, c'est vraiment, je pense que le pinacle de la vie, hein, c'est normalement les relations hommes-femmes, à part quelques autres personnes qui ont des lubies incroyables d'aller dans l'espace, voilà. C'est plutôt ça. Donc effectivement, toute la découverte autour de ça, normalement, c'est assez sacralisé. On a l'occasion d'y revenir dessus
de manière occasionnelle, hein, d'en discuter avec des gens, mais là, c'est plus qu'y revenir dessus. Là, c'est prendre notre mémoire et avoir un film qui se déroule, donc c'est vraiment super. Autant pour moi que pour vous, j'ai des petits sourires quand je raconte ça, ça me rappelle des trucs, c'est incroyable. Et donc pour ceux qui l'ont vécu, c'est ouf, et pour ceux qui l'ont pas vécu, je pense qu'il y a quand même moyen d'être nostalgique. On a tous quelque chose qui résonne en nous quand on a ça, donc c'est pour ça. C'est Rizita, c'est trop bien dans la manière dont il écrit, ça nous transporte, c'est super chouette. Je voyais les jours passer et l'avenir radieux qui m'était enfin promis disparaître en même temps. Une semaine avant que je parte, Tom m'invite chez lui avec Victor. J'étais souvent allé chez Victor, mais c'était la première fois que j'allais chez Tom, alors qu'il habitait pourtant juste en face du collège. Victor, lui, en revanche, semblait savoir à quoi s'attendre. Un sourire semi-dissimulé se lisait sur son visage. « Viens, je vais te montrer un truc. » Ah, il va trop kiffer. Je suis intrigué et je le suis dans son sous-sol. Des bibelots de toutes sortes s'entassent dans les recoins sombres de la pièce tamisée. J'ai l'impression d'être dans une brocante fantôme désertée par les participants en vitesse. Je précise que j'habitais dans un quartier assez cher, et donc un petit appartement, les maisons coûtant très cher. Pourtant Victor comme Tom semblaient être riches au vu de leur maison avec jardin. Là-bas, si t'avais une maison avec jardin, c'est que t'étais millionnaire. Sa maison à 3 étages me paraissait donc immensément grande. Ah ouais, c'est rare des maisons à 3 étages, hein. Moi j'ai une grand-mère qui est assez riche, elle a une maison à 3 étages, mais à part ça, c'est quand même très rare. Hein. J'ai l'impression que je peux me perdre à tout moment, alors que nous déambulons dans un petit couloir, invisible au premier abord. Nous arrivons finalement dans une petite pièce qui ressemble à une buanderie. Une grande bâche recouvre une forme inconnue. Tom et Victor sourient simultanément, puis tirent la bâche d'un regard entendu. Mes yeux découvrent alors une planche de surf sur laquelle est allongée une poupée gonflable. C'est la première fois que j'en vois une et je mets quelques secondes à comprendre. Sur la planche, il y a aussi plein de magazines peu recommandables, des DVD du même genre et même une sucette étrange. Alors, s'exclame Tom avec un grand sourire. Je t'avais dit qu'il allait kiffer, regarde, il sait plus quoi dire, haha. Tes parents savent pas? Comment tu leur caches? Mes parents sont divorcés déjà, et puis ça, c'est leur cadeau commun pour mon anniversaire. Je tourne la tête frénétiquement. Quoi? Bah la poupée, c'est leur cadeau. Hein? Ils t'ont offert une poupée S pour ton anniversaire de 14 ans? Eh oui, t'as vu, trop bien, hein? Et ça aussi. Il brandit alors la sucette étrange qui était jusque-là posée sur la planche. Je comprends bien vite qu'elle représente un S féminin. C'est ma mère qui m'a dit que c'était pour m'entraîner, je ne l'ai pas encore ouverte. Moi, je préfère m'entraîner en vrai. Ah, moi aussi, frérot. Mais ça a meilleur goût, faut le dire. Et toi, œuf brouille, t'as essayé en vrai, haha? Moi, non, c'est pas pour moi ces choses-là. Et puis, je vous l'ai déjà dit, y a aucune fille qui me plaît, haha. C'est ça, œuf brouille. Tu peux nous le dire que t'es puceau, ça fait rien, haha. J'ai pas dit ça, hé hé. Mais arrête, on sait très bien que... Il s'interrompt. Des bruits étranges nous parviennent du haut. Tom décide de remonter et nous le suivons. Je jette un dernier regard vers la sucette et la poupée. Je ne reverrai pas quelque chose de pareil avant bien longtemps, j'imagine. Plus nous montons, plus les bruits se précisent et s'intensifient. Arrivé au rez-de-chaussée, Tom devient livide. Montez pas plus, allez là. Il nous pousse dans des toilettes adjacentes, moi et Victor, et nous demande de rester enfermés. Encore une fois, je suis rapidement choqué. Les magazines dans les toilettes sont des magazines de C. Il y en a des dizaines. Mes yeux ne savent plus où regarder. En plus, des clichés de femmes nues s'exhibant sont collés sur les murs. Mais mec, c'est quoi cette maison? Moi aussi, j'ai été un peu surpris la dernière fois. Les parents de Tom sont libertins déjà, et ça explique beaucoup de choses. Quoi? Laisse tomber. Mais sinon, son père est un photographe connu de modèles nus. C'est pour ça qu'il y a plein de photos. Ouah, il doit être riche. Et sa mère? Sa mère, elle est modèle justement. Je crois que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ah. Tom nous réouvre la porte, plus pâle que jamais. Sortez tout de suite, c'est par là, nous dit-il en indiquant la direction opposée. Nous sortons des toilettes, et les bruits nous parviennent. Des gémissements. Je croise le regard de Tom, je sens son malaise plus palpable que jamais. Ce malaise nous saisit aussi, moi et Victor, et nous nous hâtons. Oui, ce jour-là, j'ai entendu la mère d'un de mes amis se faire tringler par un inconnu. Encore une fois, ces gémissements et les murs de la maison tremblants mettront des années à me quitter. Mais j'allais engendrer un malaise supérieur. Nous avançons vers la sortie, mais c'est un vrai labyrinthe. Même Victor hésite.
Tom est resté en retrait et regarde les escaliers montant à l'étage avec une peur que je ne l'avais jamais vu afficher. J'ouvre une porte en pensant aller vers la sortie, mais... Non, pas ici, me lance Tom. Trop tard. C'était une chambre, celle de ses parents. Je comprends ce que Tom n'a pas voulu que je voie. Un immense poster recouvre le mur latéral. Sa mère et son père, nus, s'exhibant dans un cliché virant entre l'artistique et le P. Je dois reconnaître que sa mère est magnifique et son père un go muscu ultra BG qui ferait recroqueviller n'importe quel déchet du 18-25. Je comprends aussi que ce jour que certains gagnent à la loterie génétique plus que d'autres. Bref, je vous laisse imaginer ma transpiration, son regard d'effroi. Victor aussi surpris que moi, qui semble découvrir aussi cette pièce, la gêne omniprésente. Il nous sourit, il nous saisit alors et nous tire enfin jusqu'à la sortie. Son regard est peiné. Je suis désolé les gars, ça restera entre nous, hein. Promis frérot, promis juré Tom. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Même les plus yes life d'entre nous ont des faiblesses qu'ils cherchent à dissimuler. Et ce ne sont pas les mêmes que celles des Célestins. Cette dernière anecdote, je ne l'oublierai jamais. Enfin bon, le jour de la sentence était déjà arrivé, début février, le jour du jugement dernier. Chilling. Et non, c'est pas la fin du chapitre, c'est la fin de la première partie du chapitre. Il nous en reste encore un peu. Oh, j'ai pas grand chose à rajouter sur cette première partie. Je pense qu'elle parlait bien d'elle-même, effectivement. Même les Yes Life ont leurs propres problèmes. Alors ça peut être un peu des problèmes de riches, hein, voilà, des problèmes où quand tu relativises, tu te dis mais c'est nul tes problèmes par rapport à ce que j'ai. Misère sociale, misère S ou autre. Mais bon, ça peut affecter des personnes. Hein. Attends, je me rappelle de qui. Je me rappelle d'un boxeur qui était. Même Tyson Fury, lui, il avait gagné tout le monde à la boxe et puis à la fin, il était en dépression. Il avait plus rien. Et je connais aussi des boxeurs excellents qui battaient. Alors, je connaissais pas, mais j'avais lu des histoires comme ça, qui avaient battu 99,5% ou qui battaient allègrement 99% de leur catégorie, et pourtant il y avait que un champion qui le battait, et le gars était imprenable, un peu peut-être comme Max Holloway et Volkanovski au MMA, tu vois. Et les mecs, en fait, ils pensent à ça. Ils ont des gros complexes par rapport à ça, tu vois, et c'est mince, je suis pas le meilleur, et ils pensent qu'à lui et tout, alors que tout le reste des personnes, même ceux qui sont très cœur-pied, ils les battent, et ben il y a un seul mec qui reste devant eux, et les gars, ils ont un niveau mental plus bas que d'autres boxeurs qui pourtant galèrent, alors qu'ils sont à un niveau bien plus haut. Donc bref, ce relativisme-là, bon, je sais pas si c'est un terme, hein, voilà, le fait que même les gens qui ont tout pour réussir traversent aussi des situations plus ou moins difficiles et peuvent en souffrir plus que l'individu qui a une position sociale basse. Ça me rappelle un autre truc. Alors je sais plus si c'était le cas, hein. Je vous dis peut-être une bêtise. Hein. C'est la fameuse expérience des rats dont je vous ai déjà parlé. Quand tu prenais 5 ou 6 rats et qu'il y avait une espèce avec une bassine d'eau et de la bouffe, et en gros du coup des rats devaient aller chercher de la bouffe, c'était pas une organisation un peu communiste qui se mettait en place, égalitaire, en mode chacun des rats va aller chercher la bouffe au fur et à mesure, et puis voilà, tout le monde va bien s'entendre. Non, dès le départ t'avais genre, je crois que c'était des groupes de 6 rats, t'en avais 2 qui assayaient leur domination sur les autres, ils allaient les battre, les mordre ou autre, et après les autres allaient faire le tapin pour eux en fait. Et donc il y en avait 2, je sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais en tout cas il y en avait 2, c'était les mêmes tout le temps, les soumis, qui étaient obligés d'aller chercher de la bouffe et de les rapporter, tu vois. C'est une expérience connue, une expérience française en plus. Et en fait quand tu prenais, donc tu faisais 3 groupes de rats, vous voyez, 6 rats, 6 rats, 6 rats, et tu prenais à la fin les 2 alphas de chaque groupe, enfin les 2 dominants, tu les mettais ensemble, il se passait la même chose. Les rats se battaient et puis les deux moins forts des groupes des dominants devenaient les dominés, allaient chercher. Et il se passait la même chose quand tu faisais l'inverse, quand tu prenais les 2 dominés, les 2 dominants devenaient enfin, vous voyez ce que je veux dire, les 2 plus forts des moins forts devenaient les nouveaux dominants. Donc c'était un truc voilà, assez impressionnant. Et pourquoi je vous dis ça? Je crois qu'ils mesuraient le stress ou je sais plus quel facteur, indice. Ça c'est peut-être une extrapolation que je vous dis, hein, des rats. Et je crois que les rats qui étaient au sommet de la pyramide étaient plus stressés que les rats qui étaient en dessous. Parce qu'ils devaient maintenir leur position. Je crois un truc comme ça. Hein. Alors peut-être que je confonds avec une autre expérience, mais ça me dit quelque chose. Donc voilà.
on peut parfois avoir plus de stress en maintenant une domination sur d'autres qu'en étant le dominé. Accepter comment ça s'appelle, sa condition d'esclave et ce qui va avec, et si tu arrives à rester dans les clous et pas trop te faire tabasser naturellement ou autre, peut apporter plus de confort mental que d'être, je sais pas, le contre-maître qui doit absolument veiller à te faire respecter, qui a peur de te faire poignarder par derrière ou autre. Enfin, vous voyez un peu le parallèle. Bon, c'est, je pense, quelque chose que vous aviez déjà tous en tête, mais allez, on continue le Risitas. Donc on est en février, je fais mes adieux à Tom, puis à Victor et à Nad, puis à Héloïse, qui me sourit encore mystérieusement, même si je ne saurais finalement jamais pourquoi. Je fais même mes adieux à Ludo. Vint le tour de mes amis magiciens, Ilyes et Florent. Je jette un dernier coup d'œil à Ruben et à Quentin, en riant intérieurement. J'avais initialement introduit ces personnages car il y avait quelques anecdotes avec eux, mais finalement je ne les ai pas tellement développés parce qu'ils ne faisaient pas assez avancer l'histoire. Je fais une accolade à un personnage que vous ne connaissez pas encore car il n'y a pas eu énormément à dire avec lui, mais qui sera brièvement introduit pour un nouveau malaise et une nouvelle découverte par la suite, le temps d'un chapitre. Et enfin vient le tour de C. J'ai presque envie de lâcher une larme, mais lui ne se sépare pas de son air malicieux. Ciao mon pote, tu vas me manquer. Je sais pas comment je vais me faire chier sans toi. T'inquiète pas, on se reverra, j'en suis sûr. Espérons. Moi, je sais ce que l'avenir réserve avec C, et il y a deux moments super. Un truc que C a organisé qui est incroyable, et puis un autre moment où tu entends parler de C, alors que le truc tombe de nulle part, et c'est incroyable. Enfin bref. Je fais volte-face, la tête baissée, et j'entame mes derniers pas dans ce collège mythique. Un nouveau départ, une nouvelle chance, oui, mais ne venais-je pas de gâcher la chance que j'avais pour la première fois, justement? Brouille, attends, j'ai oublié un truc. Je devais m'occuper de ça avant, mais j'ai trop de projets en ce moment. Des projets? Ouais. C'est bon, j'ai compris, tu dis rien comme d'hab. Bon, tu voulais me dire quoi alors? Je tiens toujours mes promesses, et j'essaye d'être honnête, même si au premier abord, on ne dirait pas, tu sais, hein? Tiens, tiens, ne perds pas ça surtout. Tu comprendras dans les mois à venir. Il me tend une enveloppe pliée en deux. Je l'examine et hésite à l'ouvrir directement. Je me demande ce que ce génie fou m'a encore concocté. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'était déjà volatilisé. Bordel, j'ai encore beaucoup à apprendre de lui. Sacré C. Adieu ma ville, adieu appart de merde, adieu potless life, adieu mon bro, adieu. 2 semaines plus tard. J'ai emménagé dans ma nouvelle ville. Le quartier est moins riche, et donc mon appart minuscule a enfin laissé place à une magnifique et grande maison. J'ai enfin une chambre séparée de celle de mes sœurs, un nouvel ordinateur portable rien qu'à moi, un jardin, une table de ping-pong. En revanche, la ville est plus campagnarde. Beaucoup de vieux et de très jeunes. Mais cela ne m'inquiète pas encore. Cela ne m'inquiète pas beaucoup, pas encore. Car demain, je rentre dans une nouvelle classe, en plein milieu d'année. Je transpire déjà rien que d'y penser. Mes parents essayent de me rassurer, mais rien n'y fait. Je dors super mal cette nuit-là. Le lendemain, j'essaye de bien m'habiller. Je ne me rends pas compte à ce moment, mais je ressemble toujours à un schtroumpf portant une montagne sur son dos. Moi aussi, j'avais un concept, même quand je suis rentré après en école supérieure, pour moi, bien m'habiller, c'était des trucs que j'aimais bien, et donc je pouvais mettre genre un short blanc et un truc blanc, ou genre je mettais des trucs de la même couleur en haut et en bas. Ou des trucs que j'aimais bien, tu vois, un peu comme ça. Bon, maintenant, on s'en fiche, mais... Enfin, ça, d'ailleurs, bon, ça peut passer, mais tu vois, je mettais des trucs un peu stylés, qui faisaient moyenâgeux ou autre, mais ça avait aucun sens. Et moi, je me voyais dans le miroir, j'aimais bien, mais en fait, je revois les photos, et je me dis, oh, mais putain, c'est quoi ce délire? Et ce qui est drôle, c'est que t'étais déjà à un âge... Bon, moi, j'étais un peu plus jeune, mais les autres, ils avaient 18-19 ans, c'était déjà des adultes et tout. Même maintenant, à partir de 14 piges, les gens sont plus ou moins normaux au niveau des habits. Et enfin, moi, c'était abusé, c'était vraiment comme un enfant qui a aucun goût, quoi. C'était hallucinant. Bon, bref. Je me regarde dans le miroir, mais je détourne vite les yeux, tellement j'ai le sentiment qu'une aura de malaise émane de moi. C'est terrible, putain. Tant pis, c'est l'heure. Arrivé en terre inconnue, un nouveau collège, avec ma mère, la directrice nous reçoit. On va l'emmener dans sa nouvelle classe, il n'y a pas à s'inquiéter, madame. Nous ne sommes pas du même camp, madame. Tu vois, mon chéri, on t'a dit de ne pas t'inquiéter. Allez, vas-y, me dit ma mère en m'embrassant sur la joue, alors que je stresse encore, en espérant que personne ne voie ça. La directrice m'accompagne alors. Chacun de mes pas est une torture. Je sue tellement que j'ai l'impression d'être tombé dans une piscine. Mes mains dégoulinent et mon front ruisselle. Nous arrivons enfin devant la classe.
la directrice toque 3 fois. La porte s'ouvre et j'avance, tremblant. Je réfléchis. Non, je ne peux pas paraître pour un Célestin dès le début. Je dois faire bonne impression directement. Oui, c'est ça. La première impression doit être la bonne. D'un pas faussement assuré, je me hisse donc sur l'estrade devant la classe avec la directrice, à côté de la prof de français dont on a interrompu le cours. Tous les élèves se lèvent à sa vue. Bordel, je suis encore plus petit, même la moitié des filles me dépassent. Je perds directement ma fausse confiance. Je vous présente Œuf Brouille, votre nouveau petit camarade. Il vient d'arriver et je compte sur vous pour lui réserver un accueil chaleureux. Œuf Brouille, un élève tuteur pour t'aider à t'adapter au collège va t'être assigné. Mais je suis sûr que tout le monde sera très gentil. Les élèves me regardent tous et certains parlent même à voix basse entre eux. J'ai l'horrible impression d'être une merde qu'on examine à la loupe. Mais avant tout ça, veux-tu bien te présenter à la classe et nous expliquer à tous qui tu es? Pitié, pas ça. Oh là là, la conclusion était vraiment en point d'or, c'est énorme, je n'attendais pas à ça. Et c'est très bien recentré. Alors, je peux pas trop exprimer les stickers à l'oral, mais en fait là, on voit toute la classe qui regarde comme s'ils étaient au cinéma et qui se marre. La directrice qui est là en mode vas-y. Et lui, il a mis l'image du mec frêle du Célestin qui est honteux et qui est assis sous un escalier comme ça. C'est vraiment bien retranscrit. Donc voilà, le prochain chapitre va être drôle parce qu'il va directement commencer sur la scène d'introduction. Donc c'est de sa faute. On dit systématiquement qu'il faut préparer comment ça s'appelle, une lettre de motivation pour la lire là. Et donc il y a des blagues comme ça. Oh, ça c'est une époque, si vous avez été sur le forum, si vous connaissez, c'était qu'il fallait lire la lettre de motivation quand tu allais en faculté, tu sais, en université. Alors c'est drôle parce qu'en université, vous êtes parfois 200, 300 dans des amphithéâtres et t'as pas le temps, tu sais, de venir lire une lettre de présentation devant tout le monde, sinon ça serait un défini. Mais il y avait un délire où on faisait croire que oui, tu devais préparer ta lettre de rentrée et la lire comme ça devant tout le monde, dire ce que tu aimais, tout ça. Et il y a notamment un mec qui s'appelle je crois qu'il s'appelle Feutre Humide, voilà, il s'appelle Feutre Humide, qui a lu sa lettre, il dit oui bonjour, c'est la principale qui m'a dit de venir là pour lire ma lettre de présentation, et il fait bonjour à tous, alors voilà, j'ai eu une enfance difficile, je suis devenu un peu raciste, non c'est pas ça, il dit je vote FN mais ce n'est pas par racisme. C'est vraiment incroyable. Si vous me demandez dans les commentaires de vous le mettre, je vous le répondrai en vous disant le nom de la vidéo. Voilà. Et donc ça déjà c'est super drôle. Ah oui, et récemment encore, moi je suis dans des Discord où ça parle de boxe, de sport de combat, et donc on donne des conseils aux débutants, tu vois, où moi je peux en demander aussi des conseils. Et il y a un truc, c'était oui bonjour, comment vous pensez que ça va se dérouler la première session? Et là, le mec, il l'a trollé, il a dit, bah écoute, c'est facile. Tu dois ramener ta lettre de rentrée et te présenter devant tous les boxeurs en disant pourquoi tu commences à faire de la boxe et tout. Oh là là, j'ai rigolé derrière mon clavier quand j'ai vu quelqu'un qui a mis ça. Je me serais pas imaginé que des mecs sur Discord feraient ce délire. Bon, c'est 90% des mecs du 18-25 sur le Discord, donc c'est pour ça. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Donc voilà. Écoutez mes clés, bon je crois qu'on a déjà assez compté, la vidéo est longue en plus, plus de 40 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai quasiment souri tout le temps pendant ce chapitre, pendant que je lisais. Alors je pense que je souris vraiment souvent quand je fais Seriesitas, mais celui-là me laisse une impression sur les idomatiques, vous savez, les muscles des sourires qui sont un peu fatigués à la fin quand tu souris trop, ben là, ça me laisse une petite sensation de fatigue, peut-être plus que d'habitude. En même temps, la vidéo était plus longue, c'était peut-être pour ça. Donc voilà, super chapitre, comme d'hab. Écoutez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez à faire plutôt. Partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. En plus, apparemment, toutes les vidéos que je sors, y a pas la cloche, bon bref, on s'en fiche. Mais commentaires, tout ça. On se retrouve bientôt. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui, pas une vidéo Risitas, je voulais faire une vidéo sur le 18-25, mais internet était trop faible, je pouvais pas charger mes pages, donc je suis retourné là-dessus. Là, j'ai juste 2 pages à charger, pas de vidéo, c'est ce que je fais, et je pense que c'est pour ça que tant que j'ai pas la fibre, je vais devoir me concentrer. Puis après, quand il y aura la fibre, je pourrais essayer de faire des petits directs sur Twitch ou autre. Voilà, là, ce sera sympathique. Bon, bref, allez. Sur ces bonnes réjouissances, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine élite. Ciao. Et merci bien sûr de me suivre.